Bonjour, bonjour, bienvenue tout le monde, bienvenue pour ce troisième volet de notre cycle de prévision après l'abricot et la prune hier, le melon. Prévision de plantation melon charentais au Maroc, en Espagne et en France. Pour nous présenter ces prévisions et nous faire un point d'actualité sur ce secteur de la production de melon, nous accueillons Myriam Martineau, bonjour. Bonjour. Et Jérôme Josserand, bonjour, coprésident tous les deux de l'association interprofessionnelle du melon. Et Rémi Javerneau, salut Rémi, animateur. Vous l'avez connu l'an dernier pour son premier, il venait donner un coup de main à Marion qui partait vers d'autres cieux. Mais voilà, pour la première fois, il officie en tant que porte-parole de cette filière melon pour ses premières prévisions. Donc Rémi, sans attendre, on va attaquer nos prévisions de récolte pour la campagne 2024. À toi Rémi. Ok, allons-y. Donc, comme d'habitude, on va partir du sud et puis on va remonter progressivement, donc Maroc, Espagne, France. Voilà. Donc côté Maroc, pareil, on va partir du sud, donc on va partir de la zone de Darla, zone de Charente-et-Vert, principalement sous serre. Donc on a des surfaces légèrement à la hausse par rapport à l'année dernière, plus 40 hectares. Conditions de production plutôt satisfaisantes. On a quand même eu des problèmes de pucerons qui ont été constatés, qui ont un petit peu embêté quand même. Les récoltes sont en cours là, donc aujourd'hui on a à peu près 80%, donc elles sont bien avancées. On est quand même plutôt sur la deuxième moitié bien avancée. Donc voilà pour la zone de Darla. Pour la zone de Marrakech, Agadir, on a des surfaces également légèrement en hausse, donc plus 50 hectares, donc qui apportent à une surface de 920 hectares sur la zone. On constate cette année un peu un rééquilibrage entre le plein champ et la serre, donc on est à peu près à 55-45% sur les surfaces. On est sur une zone de Charente-et-Vert également très majoritaire, à 90%. Niveau conditions de production, donc sous abri, on a eu des plantations à partir de mi-décembre, donc globalement dans des bonnes conditions, avec un hiver chaud, une récolte qui a débuté fin mars et là aussi qui devrait se terminer fin avril, donc on est aussi sur des récoltes bien avancées sous abri. Côté plein champ, les plantations ont commencé un petit peu comme d'habitude fin décembre. Jusqu'à fin janvier. Donc les plantations cette année se sont arrêtées le 26 janvier suite à un arrêté du gouvernement. Une météo qui a été peu favorable à la nouaison, beaucoup de pluie, on y reviendra également, il y a d'autres pays qui sont concernés comme la France, mais donc pas mal de pluie début avril, des températures qui se sont rafraîchies. Donc rendement globalement moyen, par contre avec des beaux calibres. De l'oïdium qui a également un petit peu embêté au niveau qualitatif. Et voilà, donc niveau récolte qui a débuté globalement mi-avril et aujourd'hui on est globalement à 50% d'avancée de récolte. Et sur Kénitra, donc plus au nord Maroc, donc là cette fois on est sur du Charendais jaune, des surfaces stables à 120 hectares. Avec un déroulé globalement normal de la campagne. Donc voilà globalement le déroulé Maroc. Je ne sais pas si mes producteurs... Oui, Jérôme, Myriam, un petit commentaire sur le Maroc, Jérôme. Je vais un tout petit peu commenter. Darla, oui, on peut dire que c'est fini. Pour être plus précis, Marrakech, les serres sont également finies à 99%. Le plein champ qui représente donc 55%. On doit être environ à 40% d'avancement sur le plein champ. Donc ce qui veut dire que quand même l'origine Maroc et le gros pic est quand même derrière puisqu'il reste environ 40% de Marrakech et la totalité de Kénitra, donc à environ 500 hectares contre 1450, donc on aurait fait à peu près 70%. Myriam, autre chose, non? Et à compléter, pardon, juste de très très faibles rendements sur l'ensemble des bassins jusqu'à présent. On sera entre 15 et 18 tonnes hectares maxi. Donc les surfaces est une chose. Donc certes, il y a eu une augmentation de surface. Je pense qu'il y aura au global une baisse des tonnages. C'est bon pour le Maroc. On traverse l'Atlantique et on va vers l'Espagne. Et on va en Espagne, effectivement. Donc Espagne, troisième année consécutive de baisse.
en préambule. Donc l'érosion continue. Voilà, c'est plus dans le détail des territoires, donc sur le Charentais vert, donc principalement sur Almeria et puis localement un petit peu sur les autres régions, on est sur une stabilité des surfaces. Même si voilà, donc c'est du charentais principalement sous serre, orienté majoritairement sur un marché nord-Europe, donc qui concerne un petit peu moins le marché français. Concernant le charentais jaune, la zone de Séville, avec une forte diminution de surface cette année, on perd 180 hectares donc, pour une surface aujourd'hui d'environ 300 hectares, avec un resserrement un petit peu du calendrier. Un léger retard de production, donc une entrée en production qui devrait arriver sur la mi-mai pour cette zone-là. Côté Murcie-Alicante, une tendance baissière encore confirmée. On est quand même à moins de 50% des surfaces en 4 ans sur cette zone, donc vraiment, vraiment une tendance préoccupante. Multifactorielle, donc une forte pression sur le foncier et l'accès à l'eau. Des coûts de production en augmentation depuis plusieurs années, et puis des normes environnementales qui se durcissent, principalement sur les zones côtières. Donc voilà, ce qui aboutit un petit peu à ce résultat. Niveau conditions de production, les mises en place se sont passées globalement normalement, les plannings ont été respectés. On a quand même eu vous savez la météo-dépendance absolue du melon, donc un petit peu une évolution semaine après semaine. Donc on a eu une mauvaise météo la semaine de Pâques qui a perturbé la nouaison. De la coulure qui a été constatée, donc sûrement avec un impact, un petit creux à prévoir sur la mi-mai. Sinon, on a une certaine, plus globalement sur l'Espagne, on a une certaine, sur la zone de Murcie, une certaine précocité avec déjà des melons qui sont déjà récoltés, qui sont déjà sur le marché. Cette précocité laisse penser à un pic, à une récolte assez nivelée. Donc normalement pas un fort pic resserré, plutôt un étalement de la production. Après voilà, si le climat se maintient, avec toujours cette petite incertitude par rapport au climat. Et donc voilà, donc on arrive à un total Espagne aujourd'hui à 2750 hectares et donc je parlais des moins 50% sur la zone de Murcie, ça représente 40% au niveau de l'Espagne en général, donc vraiment cette tendance quand même à la baisse. Merci, on va s'arrêter un petit moment sur cette situation en Espagne, donc pour troisième année de baisse consécutive. Est-ce qu'il y a des raisons que ça s'arrête? On atteint un plancher ou pas encore? Alors, j'ai oublié de dire quelque chose sur le Maroc et qui va répondre à ta question aussi. 2025, aujourd'hui, les opérateurs melons n'ont pas l'autorisation pour le moment de planter du melon pour l'année 2025. Puisque depuis le 26 janvier 2024, on a une interdiction de planter du melon, si ce n'est 1,5 hectare par puits. Donc la situation de l'Espagne peut également évoluer par rapport à ça. Pardon, c'est pour tout le Maroc? Oui. Ouais, d'accord. Et je croyais que c'était un arrêté, j'avais compris que c'était un arrêté ponctuel pour la fin de campagne. Non, c'est en cours. C'est jusqu'à nouvel ordre. D'accord, d'accord. Voilà, donc c'est quand même une information importante. Oui. Donc ça peut répondre en partie à ta question. En tout cas, si on fait quand même le constat de la baisse, elle est liée quand même essentiellement, certes, à des raisons hydriques et pression foncière ou autres, mais c'est surtout une raison financière. Hein. Aujourd'hui, les coûts de production ont tellement augmenté il faut comprendre qu'aujourd'hui, un melon, ça coûte cher à produire. Et donc, l'Espagne est également totalement impactée par ce coût de production qui a énormément augmenté. Myriam, un commentaire sur l'Espagne? Oui, je rejoins Jérôme en disant que la filière melon, effectivement, pour ses origines Maroc et Espagne, est dans un tournant. Entre les interdictions de planter, le manque d'eau, les coûts qui augmentent, il est clair que le paysage de la filière melon risque d'évoluer, change en permanence. D'accord, bon, mais voilà de quoi alimenter nos discussions tout à l'heure. Rémi, on continue avec la France maintenant. Allez, on remonte encore un petit peu plus au nord. Donc on arrive en France, donc on va partir sur le sud-est. Sud-est, on a une augmentation des surfaces de 200 hectares.
avec dont 30 hectares sur serre et le reste sur le plein champ. Donc une hausse modérée, hein, voilà, mais c'est une hausse. Niveau production, alors ça sera le constat un petit peu sur toute la France. Un important cumul d'eau sur l'hiver, hein, il a plu partout et assez tardivement jusqu'à mars, voire plus. Donc ça a eu un impact sur les mises en place. Côté sud-est, principalement sur le PACA a été plus touché que la partie Languedoc. Et selon les typologies de sol, il y avait des excès d'eau, donc ça a pu provoquer des situations diverses, des fois des problèmes de ressuyage qui ont obligé des reports de plantation, des échanges de parcelles, voire des annulations de plantation, enfin des reports plus tardifs. Sur ce qui a été planté sur certains territoires, on a aujourd'hui des problèmes de reprise qui sont constatés. Donc c'est encore trop tôt pour savoir quelles seront les conséquences, mais probablement voilà, un petit retard à l'entrée en production. Jérôme ? Alors, plusieurs points. Il y a eu des excès d'eau, si ce n'est quand même dans la Pyrénées-Orientale, on le sait, dans l'Aude et dans l'Hérault, hein, où là on est plutôt quand même avec un problème, une autre problématique de l'eau, mais dans le sens inverse. Ça c'est le premier point quand même. C'est vrai que l'excès d'eau a été plutôt côté sud-est du sud-est. Et secondo, je vais simplement faire un petit rappel sur l'évolution du melon. Hein. Entre la date de noison et la date de récolte, on est à 5 semaines. C'est encore un peu trop tôt pour pouvoir dire qu'on sera en retard. J'aime bien le rappeler parce que ça permet aussi de rappeler que les engagements à 8 ou 10 semaines, c'est compliqué. Et donc, il est évident par contre que si la semaine prochaine, le temps qui est prévu se réalise, c'est évident qu'on ne sera pas en avance. Voilà, on ne sera pas en avance sur le sud-est. Voilà. On continue. Ouais, donc côté sud-ouest, stabilisation des surfaces à 2300 hectares. Pareil, des retards sur la préparation des sols, plus que sur les plantations. Donc ils sont normalement faits plutôt fin mars, donc il y a eu des reports plutôt sur début avril. Une reprise difficile aussi sur les précoces, donc effectivement là encore et encore plus puisque les plantations un peu plus tardives que le sud-est, c'est trop incertain pour savoir quelle sera la répercussion. Dans tous les cas, pour l'instant, ça ne concernerait que les précoces, donc il n'y a pas de perturbation plus que ça de cette zone. Et depuis début avril, les conditions se sont quand même bien améliorées, donc voilà. Un commentaire sur le sud-ouest, Myriam ? Oui, effectivement, ça suit son cours. Alors peut-être pas dans des conditions optimum, parce qu'effectivement la pluviométrie de cet hiver a quand même bien perturbé les terrains. Et bon, on ne récupère pas une année de pluviométrie en 4 mois, en un mois de vent ou de soleil intermittent. Allez, on remonte. Et puis, alors effectivement, on est dans l'actualité en permanence, on réactualise, donc c'est prévisions datées de la semaine dernière. Vous avez constaté quand même un petit rafraîchissement, donc effectivement aussi, voilà, une incertitude aussi par rapport à ça et la durée et la pluie qu'on va avoir là dans les semaines à venir. Côté centre-ouest, on a une très légère diminution de surface de 50 hectares, donc ce qui nous fait arriver à 2650 hectares pour cette campagne prévue. Pareil, hein, beaucoup de pluie fin mars, donc également des reports, des conditions défavorables aux plantations, des reports souvent sur avril. Voilà, c'est globalement ce report qui est constaté, donc là encore ça impacte un petit peu les plus précoces, mais les conditions sont globalement améliorées. Pareil, on a ce refroidissement, donc aujourd'hui c'est encore trop tôt de savoir quelle sera la répercussion. C'est un peu frustrant, désolé, mais voilà, c'est vrai, encore une fois, on répète toujours cette météo-sensibilité. On a ces 5 semaines, c'est difficile de jouer les devins sur les 4 semaines à venir, donc on ne s'y risque pas trop. Myriam, un petit commentaire, on est chez vous là. Oui, effectivement, donc le centre-ouest est à jour dans ses plantations et on n'en est pas au stade de la floraison et de la pollinisation des fleurs, hein, c'est encore beaucoup trop tôt. Bon, ça suit son cours, les conditions, encore une fois, ne sont pas optimum, hein, dues à la pluviométrie de cet hiver. Voilà. Une récap sur la France ? Voilà, donc, récap France, donc
Ouais, c'est ouais. Donc RECA France, donc on arrive à un total de 10 650 hectares, ce qui augmente, voilà, c'est une très légère augmentation de 150 hectares, c'est très modéré, hein, on est de l'ordre du pourcentage, donc voilà, c'est globalement une stabilisation des surfaces qui est quand même satisfaisante, avec cette stabilisation qui se confirme depuis en deuxième année. Des plantations compliquées en mars, voilà, en synthèse, qui se poursuivent normalement au niveau plantation. Les prévisions en termes de volume et pic de production dépendront de la noison, donc voilà, à venir, et surtout donc des conditions climatiques. Le juge principal, c'est mai, donc voilà, tant qu'on a des incertitudes sur mai, on a des incertitudes sur ce que donnera la récolte. Mais bon, globalement, sinon, voilà, le melon français devrait être présent donc, à partir du mois de mai pour les abris chauffés, vers la fin mai pour les grands abris non chauffés. Les récoltes de culture sous chenille à partir du mois de juin normalement, et puis donc l'arrivée des volumes significatifs, voilà, trop incertain, voilà, ça dépendra des conditions météo qui seront courant juin, voilà. Oui, Myriam. Donc, moi, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que donc, les surfaces en France donc, sont stables depuis 3 ans. C'est pas pour ça que la saison sera mieux ou pire que celle de l'année dernière. On a bien vu que 2022 et 2023 ont été totalement à l'opposé l'une de l'autre. Hein, en matière de sortie des volumes, de commerce et tout ça. Donc on verra bien ce que 2024 va donner. Ok. Alors, rien à ajouter à ce qu'a dit Myriam, juste voilà, j'ai mis le graphe en même temps pour illustrer. Voilà, donc on a cette stabilisation, mais Myriam a tout dit, la stabilisation des surfaces ne préjuge pas de la campagne. Rien à rajouter. En détail, donc voilà, bassin par bassin sur les graphiques, je vous les passe rapidement parce que c'est un petit peu, ça illustre un petit peu ce qu'on a dit précédemment. On a globalement une stabilisation, donc avec ces légères augmentations selon les bassins, mais voilà, on n'est pas sur une explosion, on est globalement sur une, voilà, donc voilà pour le sud-est, pour le sud-ouest, c'est stabilité. Voilà, je laisse les quelques photos. Après, j'aurai des fascicules à distribuer hein, si certains sont intéressés. Et puis côté centre-ouest également, cette stabilisation depuis 2 ans. Voilà, donc c'est les graphes qui illustrent un petit peu ce qu'on vient de dire précédemment. Quelque chose à ajouter sur la situation en France, Jérôme? Non. Je propose qu'on fasse une première coupure si oui, vas-y. Non, légère conclusion. Alors, légère redite, mais bon, voilà. Conclusion globale, Maroc, légère surface, mais rendement à la baisse. Quelques problèmes sanitaires, la commercialisation se déroule bien et une grosse incertitude 2025. L'Espagne, confirmation de la baisse. Les conditions météo, alors quand je l'avais écrit, bonnes conditions météo, bon, voilà, c'est un peu plus mesuré, mais globalement, les conditions météo qui restent satisfaisantes. Gros problème de coût de production global avec les différents impacts réglementaires et environnementaux. L'arrivée du melon avec une semaine d'avance sur l'Espagne, donc qui est déjà sur le marché, et un bon étalement de la production à prévoir. Côté France, cette stabilité globale des surfaces quand même qui est satisfaisant. Voilà, une semaine de retard sur les plantations, sur les précoces, donc voilà, quid de l'impact sur le marché, mais probablement minoré, voilà, mais trop tôt quand même. Myriam? Oui, moi je veux une semaine de retard de plantation à l'heure actuelle. Bon, on est capable de dire ça aura un impact ou pas. D'accord. Sûrement pas. D'accord. Sûrement aucun impact. Pas d'inquiétude en tout cas à ce stade. Un petit mot juste sur la diversification, puisque voilà, on avait l'habitude d'en parler rapidement. Donc aujourd'hui, ça reste stable. On a constaté, voilà, il y avait eu des essais, un petit peu de diversification, d'autres types de melons ou pastèques, mais depuis 2022, on a vraiment ce recentrage sur le charentais qui se confirme. On a, voilà, ça reste le cœur, le produit de cœur. Il y a une très légère augmentation des surfaces de pastèques qui sont constatées, mais ça reste marginal. Et puis côté bio, bon, le marché reste morose. Vous en avez, voilà, enfin le marché reste morose. Donc les surfaces restent stables, mais c'est surtout plus que les surfaces, c'est le marché, c'est le pourcentage de melons bio qui sont commercialisés réellement en bio qui sera, voilà, qui dépendra de l'état du marché. Mais en tout cas, les surfaces n'augmentent pas sur ce segment. Merci Rémi.
On a eu beaucoup d'informations importantes concernant la situation en France, mais aussi au Maroc, en Espagne. Avant de continuer sur l'actualité de la filière, je propose de vous donner la parole si vous avez déjà des demandes d'intervention ou de précision, parce qu'on a quand même eu cette situation en Espagne qui continue à reculer. Moi, j'ai peut-être une précision à demander à Jérôme ou à Myriam. Le Maroc est en légère hausse malgré une coupure le 26 janvier. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu cette situation? Ça aurait continué à planter? Non. Non. Le 26 janvier, tout était prévu, tout était dans... C'était pas un arrêt pour cette année? C'était pas un arrêt pour cette année, on va dire ça, oui, tout à fait. C'est peut-être pour nous prévenir de ce qui va se passer dans l'avenir. Ok. Mais pour rappel, hein, le Maroc a su aussi casser la filière pastèque, hein, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de surfaces de pastèque sont passées en Mauritanie et plus au Maroc, pour les mêmes raisons. Hein. Donc c'est une menace qui existe et qui est réelle, vraiment. C'est bon, on continue? C'est clair pour tout le monde? Allez, Rémi, on passe à l'actualité de cette belle filière melon. Un petit retour voilà, sur l'AIM, là maintenant que les présidents sont passés, donc quand même un rappel sur ce qu'est l'AIM et puis les quelques chiffres pour ceux qui nous connaissent un peu moins. Bon alors je répéterai pas le produit fortement climato-sensible, mais enfin on le répète parce que malgré tout ça dicte réellement la campagne et tout le long de la campagne, tant à la production qu'à la consommation, donc c'est quelque chose qu'on est obligé d'avoir toujours en tête. La filière melon, donc c'est 3 grands bassins de production, vous les avez vus, donc sud-est, sud-ouest et centre-ouest, avec une origine France qui est disponible globalement de mai à octobre. C'est une filière structurellement différente des autres, avec beaucoup d'indépendants, donc une structuration peut-être un peu moins poussée que sur d'autres filières, constituée de producteurs, expéditeurs et d'expéditeurs. On a assez peu de coopératives et encore moins d'OP. Donc ça fait un nombre d'adhérents important. On a 250 producteurs adhérents aujourd'hui, producteurs, expéditeurs et expéditeurs à l'AIM. Donc ça fait une filière très riche. Elle fédère les acteurs également plus larges, pas seulement de la production. Ça c'est une chance qu'on a, donc de mobiliser également les semenciers et les techniciens autour de nos thématiques communes, donc principalement le commerce, la technique, la communication et la promotion du melon. Voilà. Donc c'est une satisfaction pour une structure qui a été créée en 2009. Et donc aujourd'hui, pour rappel, les opérateurs de l'AIM, les adhérents, c'est environ 70% de tonnes de melon d'origine France en 2023. Voilà. Donc avec les missions, fédérer, représenter, accompagner, voilà, c'est le maître mot de l'AIM. Voilà. Il y a peu d'export. Oui, il y a peu d'export, Myriam. On n'en parle jamais, mais le melon charentais, c'est pour nous. Je ne sais pas si tu as les chiffres, Jérôme, mais effectivement, ça représente quasiment rien. Français pour les Français. On peut pas avoir les chiffres. Les douanes ne font pas la différence entre le charentais, le gallia, le piel des sapots et compagnie. Donc pour l'instant, compliqué. Hein. Mais bon, vous savez à peu près à qui vous vendez quand même. Ah oui, nous, oui, mais voilà. Individuellement. Oui, non, mais on n'a pas les chiffres globaux. C'est pas des gros volumes qui partent à l'étranger. Non, mais on pourrait même dire qu'on représente, les opérateurs de l'AIM représentent 70% du melon charentais planté au Maroc, en Espagne et en France, parce que pour rappel quand même, hein, c'est quand même aussi beaucoup d'opérateurs français qui sont au Maroc, qui sont en Espagne. Voilà, donc on a quand même une très grosse vision de ce qui se passe sur le monde du melon charentais. Voilà, quel que soit le bassin. Ok. Très bien. Donc, pour revenir dans l'AIM, donc l'AIM travaille sous forme de commission pour essayer de mobiliser un petit peu moins toujours les mêmes producteurs. Hein, c'est problématique commune aux différentes filières. Donc, vous voyez les différentes commissions. Je ne vais pas rentrer en détail forcément sur toutes. Donc il y a une commission sur la dénomination charentais, j'y reviens un petit peu tout à l'heure, on a une slide diapo, mais l'objectif c'est de rechercher un nouveau nom pour la dénomination charentais aujourd'hui qui est une dénomination un petit peu, une typologie qui est un peu confusante, désolé de cet anglicisme, pour le consommateur. Donc on a mis en place une procédure depuis quelques années, on y revient tout à l'heure.
Il y a la commission client, donc là c'est voilà, vous avez les représentants, certains représentants aujourd'hui. Donc avant tout c'est les prévisions de plantation, mais c'est un peu le suivi du marché en saison pour essayer d'informer le plus réactivement possible et le plus largement possible de la situation du melon. Je ne répéterai pas encore cette dépendance, mais on a des situations qui peuvent évoluer rapidement. Donc on essaye d'avertir le plus rapidement aussi bien nos adhérents que le monde de l'aval pour qu'ils soient conscients des situations réelles de production, semaine après semaine. Il y a une commission communication, je vous présenterai rapidement le plan de communication après, donc j'y reviens pas, mais donc voilà, c'est communiqué sur Melon de nos régions qui est notre porte-drapeau. Il y a la coalition calibrage donc qui s'est réunie particulièrement en 2003, qui a abouti à la nouvelle grille de calibrage. 2023, pardon, oui. 2023. Donc la nouvelle grille de calibrage avec voilà, je reviens pas en détail. Marion, vous avez très bien présenté ça. Aujourd'hui, la grille est appliquée et bien reconnue. Donc on l'avait présenté, sans revenir sur la grille, mais est-ce que sa mise en place a été facile ou a posé des problèmes? Comment ça s'est passé? Puisque c'était la première campagne l'an dernier. C'est ça? Tout s'est très bien déroulé. Et remarquez quand même que la position de la production, quel que soit le bassin, puisque dès le Maroc, on est arrivé à l'imposer. Comme quoi, souvent on dit que l'AIM n'est pas bien organisée. Là, c'est un vrai projet et qui a été très très bien porté et qui a été mis en place, encore une fois, dès le mois de février, quel que soit le bassin de production. Une filière réactive et efficace. La preuve. Voilà. Myriam? J'allais dire, on n'a pas le choix, la réactivité fait partie de notre ADN. Oui, mais des fois, il y en a qui s'endorment quand même. Bravo. Allez, Rémi. Et dans le thème de la réactivité, on reste dedans avec la commission études. 2 études qui sont lancées, dont une étude sensorielle pour essayer tout simplement pour voir les attentes consommateurs sur le melon. Donc on évolue aussi sans cesse, il y a de la recherche variétale, mais il y a aussi, voilà, on prend en compte aussi la vision du consommateur. Donc voilà, on reste tout à fait dans la réactivité, c'est avec cette étude qui est lancée et derrière qui aboutira sûrement à des réflexions pour savoir quel melon est attendu par le marché, comment on peut s'y adapter. Voilà, donc on est en réflexion permanente dans cette filière. Commission technique, bon alors voilà, c'est tout ce qui va être lié à la production, donc ça c'est des thématiques qu'on connaît plus, avec des essais, avec des recherches de solutions, de méthodes de production, des tests de variété sur le terrain. Une commission charte éco-responsable avec, voilà, on a la volonté un petit peu de créer une démarche collective dans la filière. Donc on en est encore au début de cette commission, mais vraiment l'objectif c'est de créer une alors on sait qui, c'est important, c'est le melon ou c'est l'ensemble des producteurs de légumes qui veulent s'engager dans une démarche éco-responsable? Le melon est à l'initiative de cette demande avec l'accord de la NPP pour pouvoir justement utiliser aussi le terme éco-responsable. Après, je crois qu'il y a quelques autres produits qui s'y penchent aussi, mais on est à l'initiative. C'est vous qui êtes à l'initiative. Bah, bravo encore. Donc c'est un grand projet, voilà. Il faut déjà le construire nous, il faut le construire avec les copains, mais voilà. Et puis, bon, commission manque de données, elle est un petit peu en pause, mais elle était importante de la rappeler, puisqu'il y a eu un travail long qui a été pluriannuel avec la DGCRF sur la caractérisation du melon pour lutter contre la francisation, problématique à laquelle l'AIM a participé activement. Donc voilà, aujourd'hui, il y a la base de données qui est constituée. Donc maintenant, c'est dans les mains de la DGCRF. On n'a pas forcément le suivi, mais c'est une problématique sur laquelle on s'est investi largement. Donc plus en détail, juste sur trois commissions. Par rapport à la commission client, s'est mis en place un GRP melon. Donc GRP, c'est un terme pour parler de réflexion, groupe de réflexion produit autour du melon. C'est une réflexion qui se fait sous l'égide de l'interprofession, donc Interfel, avec l'appui d'un animateur indépendant. L'objectif, c'était de favoriser, suite à une saison difficile l'année dernière, d'essayer d'améliorer, favoriser le dialogue entre les acteurs amont et aval. Donc voilà, donc bon, vous avez un petit peu le mode opératoire, on ne va pas forcément préciser comment ça s'est passé, c'est un ensemble de réunions avec différents représentants, où on s'est écouté déjà, on s'est écouté. Vous en êtes où là dans le schéma? Alors on en est
à la fin de la sélection, on a des solutions ont été évoquées. Je vais laisser peut-être Jérôme présenter. Enfin. Merci pour la potate chaude. Oui, on est dans la phase de sélectionner. Donc, à nous aujourd'hui d'écrire, quoi, à nous, à l'ensemble du groupe, hein, encore une fois, sous l'égide d'Interfell. Donc au groupe, il y a la production. Il y a les 17 familles. Ah oui, bravo. Bah oui. Oui. Donc à nous, les 17 familles, de rédiger une sorte de charte ou je ne sais pas comment il va falloir l'écrire, en tout cas voilà des règles de manière à ce que l'objectif véritable, c'est d'essayer le plus possible d'avoir la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Voilà. Bien. Myriam, oui. Oui, c'est un travail de longue haleine. Hein, il a commencé en septembre, donc suite à la campagne difficile qu'on a eue d'un point de vue commercial. Voilà, il était prévu pour durer 1 an et on pense qu'il y aura quelques mois supplémentaires. Mais la sélection variétale, c'est toujours long. La sélection variétale. Je rebondis sur le mot sélectionner. Ah oui, d'accord. Faut comprendre que c'est comment dire. Le melon est quand même véritablement victime de son succès. Hein. On est l'image prise pendant tout l'été des enseignes, donc c'est plus que stratégique pour les enseignes. Et on le voit bien que c'est plus que stratégique aujourd'hui pour la production, puisque on a quand même perdu 5000 hectares pratiquement depuis 2012. Donc aujourd'hui, il faut véritablement trouver un accord pour qu'on puisse continuer à vivre et que le melon melon français puisse être encore dans les étals. Et puis peut-être même pas que le melon français, puisqu'on a vu qu'on a perdu aussi 50% des surfaces en Espagne. Donc voilà, c'est trouver la meilleure façon de travailler ensemble et construire peut-être de nouveaux réflexes, encore une fois, des demandes de promo à semaine 8 semaines à l'avance ou 10 semaines à l'avance. On est conscient des problématiques de délai de publication ou autre, mais aujourd'hui, on est incapable déjà de dire ce qui va se passer en semaine 24 en France, puisque encore une fois, il faut 5 semaines. Donc imaginez dans 10 semaines. Donc voilà, c'est un vrai travail de réflexion, de construction et l'intérêt, véritablement, même si je prends le pire, il n'en résulte rien, l'ensemble des données, que ce soit en amont ou à l'aval, auront été également quand même mises en lumière via l'égide d'Interfell. Il y a déjà eu au moins le partage du constat. Que l'on connaissait, mais qui, là... Puisqu'on avait l'habitude, hein, chaque année on faisait une réunion à Mont-Aval, mais c'était plus entre nous. Là, avec l'aide d'un animateur ou autre, l'idée est véritablement d'arriver encore une fois à construire quelque chose. Merci. Rémi. Rien à rajouter sur ce point-là. Voilà, bon, j'avais détaillé, mais je pense que l'idée c'est pas de rentrer dans le détail des étapes d'accompagnement, hein, mais voilà, de toute façon tout a été dit. Je rebondirai sur l'intervention d'Isabelle Autissier hier, c'est qu'il n'y a pas de solution qui se construise sans communication. Donc à minima, on a créé de la communication. Maintenant, à nous d'aller jusqu'au bout pour les solutions. Autre projet porté par l'AIM, c'est le changement de dénomination charentais. Alors c'est un projet pluriannuel, hein. Marion a sûrement dû vous en parler dans les années précédentes. Le charentais, c'est une situation qui peut amener de la confusion auprès du consommateur, puisque c'est une identité, enfin c'est une connotation géographique. Or, charentais, c'est un type commercial, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le melon charentais jaune peut être produit sur les différents territoires qu'on a vus, y compris à l'étranger, et donc ça peut amener une confusion, voire une suspicion du consommateur. Et c'est un projet donc, qui a été initié depuis plusieurs années, depuis longtemps même, depuis la création, hein, donc je vous rappelle 2009. 2019, il y a eu vraiment le lancement de la commission charentais avec le lancement des travaux, donc des opérations de naming, recrutement d'une agence de communication. Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc tout le processus, mais qui a duré 3 ans. Et voilà, l'aboutissement des travaux était l'année dernière avec 2022 avec le travail, donc un nom qui est ressorti à ce stade qui serait Côtelet. Et c'est suivi toute la phase de travail, on va dire plus institutionnelle, donc de travail, de faire remonter, puisque l'objectif c'est de travailler, de faire passer ce nom-là auprès de la norme CDE-ONU, qui est une instance internationale, donc il y a toutes des petites démarches à faire, vous en doutez.
Donc on a sensibilisé à des GCRF, Interfel, on a travaillé avec différents opérateurs. Et aujourd'hui, on est un petit peu en train de travailler avec le GVS qui a encore un petit peu de monde, de mal à comprendre la problématique. Voilà, donc on en est là à ce stade. Voilà, un petit complément peut-être. Jérôme, je veux bien. Deux choses aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul reportage à la télé ou autre dans un seul des médias sans commencer véritablement par le melon charentais ne vient pas des Charentes. Et donc on voit véritablement cette confusion. Régulièrement, notamment depuis qu'on fait des rubans, donc comment dire, on a une communication sur le produit lui-même qui va jusqu'au consommateur. Régulièrement, on reçoit des courriers ou des mails en disant vous nous mentez. Comment on peut mettre melon charentais du Maroc, comment on peut mettre melon charentais de Cavaillon, enfin bon voilà. Donc cette suspicion, puisque mensonge, fraude, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui un produit a le droit de perdre peut-être quelques consommateurs à travers ça? Je ne crois pas. Donc ça c'est le premier point. Donc l'intérêt du changement. Deuxièmement, aujourd'hui on est face à un blocage du GVS qui est totalement inadmissible, puisqu'il nous pense pas assez intelligent pour pouvoir réfléchir sur notre propre filière et pense que pour des raisons patrimoniales, c'est-à-dire que le melon charentais ce serait un non patrimonial. Je rappelle que c'est Christian Yard dans les années 2000 qui l'a sorti, hein, donc on parle simplement d'une vingtaine d'années, pas plus. Hein. Met un veto là-dessus et veut pas aller plus loin. Donc là, c'est totalement inadmissible. Et donc à nous de faire sauter ce verrou, sachant que les autres pays producteurs, comme le Maroc, est prêt à faire le changement de nom. On a fait quand même aussi ce lobbying, même dans les autres produits, dans les autres pays. L'Espagne, on n'a pas tout à fait les bonnes données, donc on n'en est pas encore certain, mais voilà, c'est véritablement un travail de filière et sur l'ensemble des bassins de production. Merci. Voilà. Ouais. Oui. Non, et puis du coup, dernier point, quand même, la communication, qui est quand même aussi un vecteur fort de l'AIM. Travail pluriannuel, régulier et constant, donc d'essayer de faire la promotion du melon. Via notre identité melon de nos régions. Donc voilà, donc on a notre site internet qui est notre cœur de métier, mais depuis quelques années, donc on travaille principalement avec les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Pinterest, avec un jeu concours, un point d'orgue, un jeu concours au mois de juillet, donc il sera répété cette année avec différents lots. Donc si jamais vous ne suivez pas nos pages, n'hésitez pas à le faire et participer surtout. Voilà, des partenariats avec des influenceurs. On essaye un petit peu de diversifier les modes de communication pour essayer de toucher l'ensemble des opérateurs et puis également aussi de toucher une cible un petit peu plus jeune qui des fois est un petit peu sous-consommatrice du melon. Voilà, et puis la publicité digitale sur les applis météo, puisqu'on connaît l'amour du français pour la météo, et en plus, nous, c'est un thème fort, donc on se retrouvait pas mal sur ces applications, donc on fait du sponsoring d'applis météo pour essayer d'avoir des messages, et des messages adaptés en fonction de la météo, une adaptation constante, voilà, selon s'il fait beau ou s'il fait moins beau, des messages différents pour, dans tous les cas, consommer du melon. Voilà, et puis un petit peu plus à destination de l'aval, mais toujours notre affiche comment choisir un melon, donc que ce soit détaillant, grossiste, GD, c'est une affiche qui est librement disponible. C'est aussi une question récurrente du consommateur, c'est comment choisir mon melon. Donc on a développé cet outil qui est librement téléchargeable, donc vous avez consommateur ou professionnel, voilà, n'hésitez pas, elle est librement disponible. Voilà. On a aussi 3 petits films pris sur les 3 bassins de production, sud-est, centre-ouest et sud-ouest, présentant les hommes ou les femmes derrière cette belle production. C'est les images qu'on voit en bas de l'écran, non? C'est des extraits des films. En bas de l'écran, on a fait un voyage de presse l'année dernière, voilà, d'essayer de faire venir un petit peu les journalistes sur le terrain. Mais, toujours un petit peu dans cet objectif, comme disait Jérôme aussi à travers les films, c'est faire connaître nos métiers, faire connaître notre produit, faire connaître les producteurs derrière, c'est des gens. Donc voilà, cette année, enfin 2023, il y a eu un voyage de presse dans le centre-ouest avec Julien qui nous a accueillis gentiment. Voilà, développement de recettes, j'en ai pas parlé aussi de toute, j'ai pas été dans le détail de toute la stratégie développée, mais également voilà, le développement de recettes un petit peu alternatives.
pour répéter, le melon, ce n'est pas que le melon Porto, on peut le consommer en entrée, en dessert, mais également en plat, il se cuisine. Enfin voilà, c'est source de richesse et ce n'est que la réflexion qui est notre limite. Donc pour ceux qui aiment découvrir, voilà, il y a plein de choses à faire avec le melon. Non, je reprenais les 3 films parce que tu disais que l'affiche était téléchargeable pour les rayons, mais on peut aussi imaginer un rayon qui mette une télé et qui donc peut reprendre également ces 3 films. Hein. C'est plus pour ça. Merci, oui c'est vrai. On est ouvert, de toute façon, voilà. Merci Rémi. Voilà, écoutez, voilà. Merci. Alors avant de conclure, est-ce qu'il y a des demandes de précision, des questions, des remarques? Et le micro s'il vous plaît, mademoiselle, devant. Bonjour. Est-ce que vous pourriez... Présentez-vous, s'il vous plaît. Julia Commandeur pour le magazine FLD Go Pressir. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le groupe de réflexion au sein d'Interfel? Est-ce que vous voulez arriver à un accord qui serait obligatoire? Est-ce que ce serait volontaire, de bonne volonté pour tout le monde? Où est-ce qu'on en est, en fait? Myriam. Non, Julia, bon, c'est un peu tôt pour répondre à cette question. Hein. Vous vous imaginez bien que réunir autant de monde avec des intérêts opposés, enfin opposés, qui ne devraient pas l'être. Hein, les intérêts devraient être convergents, mais bon, malheureusement, pas toujours. Donc c'est un peu trop tôt pour pouvoir répondre à cette question. Ça va réclamer un peu de temps. Il n'y a pas forcément une volonté de notre part d'avoir une convention obligatoire ou autre. Le rôle d'Interfel là est véritablement de travailler sur la médiation, on va dire, voilà. En tout cas, l'écoute, l'entente ou autre. L'idée n'est pas forcément d'avoir un accord interprofessionnel derrière, voilà. Je pense que de toute façon, ça va se faire vraiment étape par étape. L'idée est, pourquoi pas, une première étape, X, Y ou Z, qui sera sur une année test de 2025 si tout va bien, 2024 pardon si tout va bien, même si maintenant le timing reste hyper serré. Après rajouter une deuxième chose, une troisième chose, voilà, il va y avoir et je pense que ça peut intéresser énormément d'autres produits, donc on est véritablement là un poisson pilote sur tous les accords interprofessionnels pardon, les accords entre l'amont et l'aval qui peuvent derrière se faire, quoi. Oui, une question ici, mademoiselle, devant là. Oui, d'accord. Pierre Christen, magazine linéaire. Simplement pour prolonger la question sur ce groupe de réflexion amont-aval, on a compris qu'effectivement il y avait l'enjeu des promotions avec les délais, l'anticipation, et puis il y a aussi évidemment la question des prix d'appel sur ces promotions. Est-ce que vous avez d'ores et déjà, à travers justement ces échanges, une vision de comment vont se comporter les enseignes sur la saison à venir? Est-ce qu'il y a déjà des annonces qui pourraient laisser présager, qui vont un peu calmer le tempo ou pas du tout? Myriam, allez, pendant que Jérôme réfléchit. Non, j'y vais encore. Non, enfin bon, comment dire, aujourd'hui on est à travers les familles, donc c'est pas forcément les enseignes qui se mettent en avant et disent, voilà, encore une fois on travaille avec FCD, FCA, l'UNCGFL et autres, et Restoco et autres. J'essaye d'oublier personne. Saveurs Commerce. Les Saveurs Commerce, merci. Donc très difficile de savoir ce qui, encore une fois, va véritablement découler. Ça serait comme si demain il y a une réunion et puis vous nous demandiez déjà les conclusions, quoi. Voilà, on arrive, c'est véritablement des vrais moments d'écoute, encore une fois, d'échange. L'intérêt est véritablement d'entendre les difficultés des uns et des autres, c'est-à-dire notre volonté n'est pas d'abandonner loin de là toute promo, puisqu'on sait très bien qu'on va en avoir besoin. Donc qu'est-ce qu'on fait si demain on n'a plus les promos à 8 semaines ou compagnie? Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Après, il y a peut-être des solutions. Quelques-unes ont été évoquées, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, on peut pas en dire beaucoup plus, quoi. Voilà. Mais des solutions ont été évoquées, même sur les promos à 8 ou 9 semaines. Et par contre, après, ça va être une vraie politique d'enseigne. C'est-à-dire que, puisque ça ne sera pas
interprofessionnelle dans un premier temps. Donc ça va dépendre aussi de la stratégie des différentes enseignes. Donc peut-être que nous, derrière, on dira quels sont les bons et les mauvais élèves. Hein. Voilà. Peut-être qu'on se permettra. En tout cas, ça permettra de voir qui souhaitent véritablement peut-être avancer et ceux qui sont peut-être juste pour le moment attentistes. Il y avait une autre question? Non, c'est bon. Écoutez, merci à tous. Un petit mot de conclusion où tout a été dit, pas de regret, pas d'oubli. Myriam? Non. Ah, pardon, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Joël Boyer. Monsieur Joël Boyer. Oui, donc je voulais remercier l'excellent travail qui est fait par l'équipe qui s'investit beaucoup au niveau de l'AIM. Globalement, ce qu'il faut se dire par rapport à ce qui s'est passé l'été dernier, c'est que on ne peut pas se permettre de revivre des années comme ça en suivant. On est retombé sur de la rémunération en production avant Covid, mais seulement depuis le Covid, il ne faut pas oublier que les coûts de production, les coûts de station, tout a augmenté. Et donc l'été dernier a encore fait quand même du mal au niveau de certaines structures, au niveau de certains producteurs qui sont tombés en pleine crise en plein été. Donc ça s'est pas du tout bien passé. Et au même titre que d'autres produits l'été dernier, il ne faut pas que ce genre de situation se reproduise et que tout le monde se serre les coudes un petit peu quand même et penser à nos producteurs et arrêter l'érosion de l'origine France, qui est déjà bien entamée. Merci Joël. Merci Rémi. Myriam, un petit mot pour conclure. Merci Jérôme. Non, je crois qu'effectivement tout a été dit sur la filière, hein, entre les hectares, les PVC d'avant Covid qui sont destructeurs de valeur en plus pour tout le monde, hein, c'est-à-dire pour nous producteurs mais aussi pour les distributeurs. Donc voilà, en 2004, tout reste à faire, 2024, pardon, tout reste à faire, voilà, en espérant qu'on soit aidé de la météo. Hein, on sait le pouvoir de 4 à 5 degrés supérieurs sur la consommation, hein, qui met de côté des discussions de mise en avant ou de prix qui sont délétères. Voilà, donc... Bien, mais merci à tous les trois. Rendez-vous l'année prochaine avec plein d'annonces sur l'évolution de tous vos chantiers. D'ici là, une très bonne campagne à tous. Et n'oubliez pas, tout est bon dans le melon. Rendez-vous à 14h30 où j'aurai le plaisir de recevoir Thomas Garcia Ascarate. Bon appétit!